Voilà, merci pour votre ponctualité avant toute chose. Les conférences qui démarrent à l'heure nous laissent d'autant plus de temps pour les échanges qui sont prévus à l'issue des 3 présentations qui vont vous être faites. En tout cas, une présentation principale et qui sera commentée par nos 3 invités que je vous présente dans un instant. Mais c'était surtout pour vous signaler dès ce stade du démarrage de notre conférence que vous serez invités à les interpeller directement dans un deuxième temps. Si vous le souhaitez, vous pourrez les interroger sur leur propre retour d'expérience ou partager d'autres cas de figure, d'autres situations que vous avez peut-être connues sur le terrain ou d'autres de vos préoccupations. Alors pour vous parler du sujet qui nous intéresse pour ce qui concerne le transfert de la compétence eau potable, nous avons parmi nous ce matin Christine Morin, qui est directrice assainissement et gestion des déchets à l'agglo de Vichy, Vichy Communauté, Stéphane Panin, qui est directeur général des services techniques de l'agglo et de la ville de Vichy, et Régis Bonnet, qui est directeur du CIVOM de la vallée du Sichon, syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée du Sichon, qui dessert un peu plus de, près de 10 000 abonnements, un peu de choses près, c'est ça, pour un total de près de 500 km de conduite. Voilà pour situer un petit peu les dimensions de votre CIVOM. Alors, nous ne reviendrons pas sur la loi NOTRe mise en œuvre en 2015 qui impulse maintenant le transfert de la compétence eau potable avec à partir du 1er janvier 2020 la compétence eau qui sera une compétence obligatoire pour les communautés d'agglomération, pour les syndicats qui sont sur un seul EPCI à fiscalité propre. Ces syndicats seront dissous. Le principe de représentation-substitution qui sera appliqué pour les communes dont le syndicat est à cheval sur 2 EPCI à fiscalité propre ou plus. Ceci pour vous rappeler les différents cas de figure dans lesquels peut-être les uns et les autres vous retrouverez. C'est pourquoi Vichy Communauté, en particulier, a, dès mars 2018, acté en bureau communautaire un certain nombre de décisions, comme le fait que les communes des syndicats potentiellement maintenus avec l'accord des maires concernés peuvent rester dans ces syndicats, que l'adhésion totale du territoire au SMEA, il y a une adhésion totale du territoire au SMEA au titre de la sécurisation, que la régie devient le mode de gestion unique et qu'il y aura une mensualisation des factures eau assainissement en 2020. Voilà pour quelques éléments de contexte pour dresser un petit peu le tableau de cette table ronde qui nous permettra d'aborder la méthodologie relative à ce transfert de compétences, d'évoquer le volet acceptation sociale et continuité de service et éventuellement également la relation abonné et le projet de mensualisation. Voilà autant de sujets parfois plus techniques les uns que les autres, que vous pourrez nous préciser, Madame, Messieurs, avant d'entendre d'éventuelles questions de la salle. Alors c'est peut-être Madame Morin qui va commencer, semble-t-il, avant d'entendre compléter sa présentation par celle de ses 2 voisins. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Christine Morin, je dirige le service assainissement de Vichy Communauté et j'ai également la casquette gestion des déchets. Dans un premier temps, je vais vous présenter Vichy Communauté, le territoire. Je passerai la main ensuite à Stéphane pour la partie méthodologie. Régis suivra avec l'acceptation sociale et je reprendrai la main sur le volet abonné. Alors Vichy Communauté est une communauté d'agglomération de 39 communes, 85 000 habitants, communauté d'agglomération qui se situe donc au sud du département de l'Allier. Cette communauté d'agglomération est issue de la fusion entre l'ex-communauté d'agglomération de Vichy-Val d'Allier, qui comptait 23 communes, et l'ex-territoire de la Comcom de la Montagne Bourbonnaise, plutôt à l'est du territoire que vous apercevez sur la carte. Et puis il y a également la commune de Saint-Pons qui est venue se greffer pour atteindre ces 39 communes. Sur cette carte, vous apercevez une partie du territoire qui est en bleu. Donc c'est sur cette partie que l'agglomération exercera la compétence eau potable au 1er janvier 2020. Donc sur ces 39 communes, ce seront 19 communes, un peu plus de 26 000 abonnés et une consommation d'environ 12 000 mètres cubes par jour. Voilà, vous avez les chiffres clés qui apparaissent à l'écran. Je passe la main à Stéphane. Oui, bonjour à tous. Tu peux faire avancer. Ouais, voilà. Donc,
moi, je vais juste vous donner quelques éléments de méthode par rapport à ça, c'est-à-dire comment a été conduite cette prise de compétence depuis la loi NOTE, parce que c'est vrai que le 7 août 2015, on en a parlé beaucoup de cette loi NOTE, de son impact au niveau du petit cycle de l'eau et la disparition de nombre de syndicats. Enfin, c'était impactant aussi sur notre territoire. Et je vous ai mis, c'est avant tout 3 ans de débats passionnés, puisqu'en fait, les amendements, ça s'est poursuivi jusqu'à juillet 2018 et la loi Ferrand, en fait, qui a encore impacté au niveau de ce transfert, ouvert la possibilité pour des Comcom de décaler la date. Et dire que c'est compliqué pour une échéance en 2020 de pouvoir travailler dans un contexte législatif comme ça qui est mouvant, puisqu'il y a eu beaucoup d'annonces autour de... Vraiment, c'était des débats passionnés au Parlement, hein, que ce soit au Sénat et à l'Assemblée, et avec des versions en plus entre le Sénat, pour ceux qui ont suivi de près les échanges parlementaires, des versions qui étaient, et des positions qui étaient vraiment différentes. Donc c'est vrai qu'il y avait un travail législatif compliqué, et donc c'est difficile de conduire de l'aide à la décision pour les élus dans ce contexte-là. Donc c'est pour ça que je dis l'esprit de la loi, parce que c'est un peu peut-être ce qui a été oublié dans cette loi NOTE, qui est une loi un peu fourre-tout, où il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés. À la base, c'est vraiment la volonté du législateur de faire coïncider au même échelon territorial l'aménagement, le petit cycle de l'eau et le grand cycle de l'eau. Parce qu'on voit que en fait, tout est lié en termes d'aménagement entre ces trois thématiques. Et donc, dans les échanges que l'on a pu avoir là-dessus, ouais, si tu veux passer, déroule ça. Dans les échanges que l'on a pu avoir dans une première appréhension, en se disant, attendez, ça va évoluer, ils vont revenir dessus, ça sera 2026, d'abord 2018, on peut anticiper. Voilà, on a eu 2 approches. Dans un premier temps, on a plutôt observé, un peu comme tous. Mais en fait, dès mars 2016, on a souhaité se rapprocher de l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire tous les acteurs de l'eau autour de notre territoire. Et c'est peut-être aujourd'hui, on ne sait pas ce que sera le projet, mais voilà, il faut bien se dire que quand mes collègues vont vous dire où on en est tout de suite, et avec la somme de travail qui reste d'ici la prise de compétence en janvier prochain, il y a derrière déjà des réflexions, un travail politique qui s'est conduit sur 2 ans. Je vous ai mis concerter, échanger avec tous les acteurs, parce que justement, et là j'en reviens à l'esprit de la loi, c'est de se dire effectivement peut-être qu'il y aura des amendements qui permettront de reculer cette échéance, mais ils permettront simplement de la reculer, et quelque part elle est inévitable. Voilà, ce doit se conduire. Alors faut aussi se prêter à un jeu d'acteurs pour des syndicats qui, dans la construction intercommunale, parce que nous on a la chance en plus sur notre territoire d'avoir des syndicats qui fonctionnent bien, avec voilà, des gens qui sont investis, et il y a une bonne qualité de l'eau, la ressource, même dans le contexte actuel, et on limite les problèmes d'accès à la ressource, même si on est concerné par tous. Voilà, il a fallu, je dirais quelque part, s'apprivoiser entre nous. Les premières réunions en mars 2016 étaient un peu tendues, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, et ce travail-là de concertation, aujourd'hui, je vois qu'on le poursuit avec le SMEA, et donc c'est vraiment la nécessité de concerter, et c'est presque vrai pour toutes les politiques publiques, c'est-à-dire qu'on doit les gérer au sein de nos instances, mais aussi un travail partenarial à des échelons supra qui est indispensable dans tout ce que l'on fait, parce qu'on doit se positionner, voilà. Donc, concertation, donner du sens dans toutes les réflexions qu'on a conduites avec tous nos partenaires. Alors, il n'y a rien de... Ça fait un peu tarte à la crème de dire ça, mais c'est important aussi de ne pas l'oublier, parce que c'est tellement évident que parfois on arrive à l'oublier, c'est de mettre l'usager au cœur de tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut l'usager au final? La continuité de service, de la qualité, être sûr de la continuité, toujours avoir de l'eau, et avoir de l'eau de qualité.
des tarifs, eh ben, on sait qu'aujourd'hui, l'eau, pour les ménages les plus modestes, eh ben, ça peut représenter 3, 4, 5% des ressources du ménage. Donc voilà, en ce sens-là, et Christine nous parlera un peu des conditions de recouvrement de la redevance, c'est aussi important de s'adapter au contexte actuel. Et donc, partant de ça, et la ressource qui sera un des enjeux, je sais qu'on en a beaucoup parlé hier, je pense qu'il y a une mouche, je ne sais pas si elle est dans l'animation, elle n'était pas sur la... mais c'est M. Guillot qui l'a... Donc stabiliser la ressource. Et donc quand je dis objectiver, c'est qu'on a conduit à ces échelons-là une étude commune qui a permis de, en fait, justement de voir quel était l'échelon le plus efficient, voilà, en termes de tarifs, hein, parce que malgré tout, c'est pour permettre, est-ce que c'était la situation actuelle, est-ce que c'était une gestion communautaire, est-ce que c'était une gestion même supra, parce que la question peut se poser, voilà, au moins au niveau de la production, à terme, de se dire est-ce que, eh ben, même au sein de l'EPCI, est-ce que c'est pas un échelon supra quand on voit les différences, les problèmes de ressources qu'on peut avoir entre deux vallées. C'est la vallée du Cher dans le département de l'Allier est très en crise par rapport à ça. Et aujourd'hui, le département de l'Allier tient pour les 2 tiers de la ressource en eau potable à la rivière Allier elle-même. Donc c'est aussi c'est une fragilité. C'est une fragilité. Donc voilà, on a pu conduire avec l'ensemble des partenaires une étude qui nous a permis d'objectiver là-dessus quel était le meilleur échelon et comment on pouvait articuler tout ça. Et se donner du temps, bah, ça revient un peu sur mon propos introductif qui était de se dire, voilà, mars 2016, et très franchement, moi, des élus dans la salle qui pourraient témoigner, mais j'avais réclamé 2 ans entre la décision et la mise en place. On les a presque eus à 2-3 mois près, mais il y a une décision qui a été prise très tôt. Si on se compare aux autres territoires, beaucoup, voilà, nous c'est en mars 2018 que la décision a été prise sur le périmètre et comment allait être géré ce transfert de compétences. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Là, je vais laisser maintenant la parole à mes collègues qui, eux, se chargent de ce qui reste à faire, justement. Merci Stéphane. Bonjour à tous, donc Régis Bonnet, je suis directeur d'un CIVOM qui regroupe 18 agents dans le sud-est du département de l'Allier, 18 agents, 17 communes, pour environ 26... j'ai perdu le fil du coup. Il y a un service qui aura à gérer 26 000 abonnés. Donc notre travail, il y a eu un travail déjà important mené par le personnel de l'agglo, que je salue, et donc les gens qui sont présents dans les structures qui seront regroupées. On a un travail important à mener. Donc je ne veux pas être trop rébarbatif, mais quelques rappels. Donc le transfert de compétences, il nous faut, nous, maintenant, appliquer la décision qui a été prise. Donc le transfert de compétences entraîne le transfert du service globalement. Donc tous les personnels, les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires sont transférés vers cette EPCI. Donc cette décision, elle n'est pas elle a inquiété bon nombre d'acteurs de l'eau, à savoir déjà les agents proprement dit, mais également tous les acteurs de l'eau, les bureaux d'études, les entreprises, les fournisseurs. Tout le monde était un petit peu inquiet par rapport à ça. Donc notre travail, ça va être de travailler sur la continuité et puis construire un service le plus performant possible. Alors pour cette acceptation sociale, il y a des fiches d'impact qui vont décrire les effets du transfert. Donc elle va mettre en évidence une nouvelle l'organisation et les conditions de travail. Elle va mettre en avant également la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et agents territoriaux qui seront concernés. Il a été nécessaire donc de mener, Stéphane vous l'a dit, une concertation importante au préalable. Donc il y a eu plusieurs réunions d'information des agents sur les sites opérationnels, sur les projets d'organisation.
Et puis une réunion plénière auquel a participé le président, des élus communautaires, la direction générale, service RH de Vichy Communauté, où l'ensemble des personnels étaient conviés pour rassurer l'ensemble des acteurs. Donc des entretiens, pour ça des entretiens individuels avec le service RH et la direction générale et le futur directeur de service des eaux sont en cours. L'objectif est d'étudier la situation individuelle de chacun et de proposer un contrat de travail et un projet de rémunération conformément à la réglementation. L'objectif est que l'organisation soit conçue dans la continuité pour que les agents concernés puissent avoir le moins de changements possible. L'objectif général, c'est que ce transfert de compétences soit un non-événement. Même si ça entraîne énormément de travail, mais on a pensé une organisation en maintenant des sites opérationnels pour ne pas pénaliser la réactivité du service, par exemple. On a essayé le moins possible de modifier les distances travail-domicile pour une bonne maîtrise des coûts de déplacement et pas engendrer des coûts supplémentaires pour les agents. Et on va essayer de construire un service performant du fait d'un transfert de compétences le moins anxiogène possible pour les agents, par des conditions de travail et un environnement préservé. On va garantir la réactivité optimale dans le cadre du service public pour qu'on soit toujours réactif. Une eau distribuée en quantité, en qualité satisfaisante. On va essayer d'utiliser du matériel et de mutualiser également les matériels entre les sites opérationnels. La gestion du service devrait être plus globale avec donc les quatre services existants. On va forcément regrouper les études, les marchés de travaux et de fournitures avec un objectif qui reste toujours en ligne de mire, des investissements conséquents sur le renouvellement des réseaux et des infrastructures techniques. À plus nombreux, on doit être plus fort, donc on doit dégager des recettes conséquentes. Les 4 services qui géraient l'eau potable avec des programmes d'investissement importants, donc la ligne politique est toujours celle-ci de maintenir surtout un outil en bon état de marche et puis laisser aux générations futures un outil performant. Alors, l'usager au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on en fait les élus ont dit qu'il faut laisser l'usager au cœur de nos préoccupations. Et pour ça, ils ont développé un certain nombre de grands principes. Se dire que finalement, toutes les communes, les 19 que je vous ai présentées au début, seront adhérentes au syndicat mixte des eaux de l'Allier. Alors le syndicat mixte des eaux de l'Allier, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un syndicat qui gère essentiellement toute la partie sécurisation. Sur ces 19 communes, certaines n'adhéraient pas au SMEA. Et là, c'est de se dire, toutes les communes adhéreront au SMEA. La deuxième chose, c'est de se dire le mode de gestion sera un mode de gestion unique. On a aujourd'hui sur le territoire des 19 communes une délégation de service public et puis de la régie. Et demain, ce sera un mode de gestion unique en régie. Sur la partie information, un peu comme l'a dit Régis sur le personnel, l'idée c'est de ne pas changer aussi les habitudes des usagers. Donc les sites existants au niveau de l'accueil vont être maintenus. Il y aura un site plus, plus central qui sera celui de QC au niveau de l'assainissement, mais on gardera le site de Bussé, le site de Vichy et le site de QC. Pour l'usager, il faut que ce soit indolore, cette modification. Et puis un service unique de facturation. Alors c'est là que j'interviens parce qu'effectivement j'ai la casquette assainissement. La casquette eau potable, c'est Régis qui l'aura en globalité au 1er janvier 2020. Mais pour ce qui est de la facturation, cette facturation, elle sera réalisée au sein du service assainissement. Aujourd'hui, on réalise la facturation de l'assainissement quand on a les exports des syndicats d'eau. Demain, on va facturer à la fois l'eau et l'assainissement sur une seule facture et au sein du service assainissement.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'était pas forcément organisé pour. Donc une organisation au niveau du bâtiment. Alors ça paraît anodin, mais on n'avait pas d'accueil sur notre service assainissement. Il faut dire qu'on reçoit un peu de public, mais pas énormément. C'est plus les syndicats d'eau qui avaient la majeure partie des usagers. Donc il a fallu qu'on fasse des travaux dans le délai imparti et puis qu'on réorganise aussi le service. Aujourd'hui, le service facturation de l'assainissement, c'est 4 ETP. Et demain, ce seront 7 personnes qui vont travailler sur les 19 communes. Alors pour la double facturation, pour les autres communes, alors j'anticipe peut-être d'éventuelles questions, mais on a travaillé avec les syndicats qui vont rester en place avec des conventions pour que ce soit eux qui réalisent la prestation de facturation de l'assainissement, pour pas avoir une double facturation, uniquement l'assainissement sur les syndicats maintenus et eau et assainissement sur les 19 communes. On va dire qu'on a essayé de se simplifier la tâche pour nous également. Et puis la dernière chose, et j'allais dire c'est la plus importante, c'est la mensualisation pour tous au 1er janvier 2020. Alors pourquoi? Parce que d'abord c'est une demande des usagers, et puis sur la commune qui était en DSP, eh bien, on avait une société privée qui, elle, réalisait cette mensualisation pour les usagers. Donc difficile d'expliquer aux usagers qu'après avoir été mensualisés pendant des années, ils ne pourraient plus l'être au 1er janvier 2020. Donc par ricochet, eh bien, tous les usagers des 19 communes pourront avoir accès à cette mensualisation. Ça a été un travail assez important et ça continue encore aujourd'hui parce que ça veut dire de se coordonner avec l'ATP, ça veut dire aussi un travail avec les services informatiques, les services des finances en interne. Et puis ça veut dire aussi d'informer l'usager parce que même si pour lui le changement ne sera peut-être pas conséquent sur la partie opérationnelle, ça le sera, il n'aura plus qu'une seule facture. Donc on a d'abord fait une note d'information qui est partie au printemps, qui était assez succincte, et puis un courrier qui est parti à la fin de l'été, un courrier dans lequel il y a le nouveau règlement, un règlement qui est harmonisé sur l'ensemble des 19 communes, et puis le contrat d'eau, parce qu'il faut renvoyer un contrat d'eau à tous les abonnés, donc aux 26-27 000 abonnés, et le contrat de mensualisation voilà, à envoyer. Et là, je vois ma collègue qui sourit parce que si ça a été assez simple d'envoyer les courriers, encore qu'il a fallu beaucoup de monde autour de la table pour les mettre sous pli. Hein, les services reprographie ne pouvaient mettre que 3 documents dans une enveloppe et donc tout le reste ne pouvant pas être fait, on l'a fait à la main. 27 000... donc là, merci au service au passage parce que ça a été quelque chose d'assez important. En plein mois de juillet, alors j'ai quelques photos effectivement, en plein mois de juillet, donc autant vous dire qu'en plus on est en personnel un peu réduit. Et là vous avez des agents qui ne sont pas que des agents du service facturation, vous avez des techniciens, vous avez des gens administratifs, du service déchets aussi. Donc voilà, ça a fédéré aussi l'équipe. Et puis aujourd'hui, donc les contrats sont partis et puis les contrats reviennent. Alors ils reviennent par mail. Quand les gens ont choisi le mail, ils reviennent par courrier. Ils reviennent en main propre au niveau du service. Alors là, on est content d'avoir notre accueil. Hein. Je vous ai fait une petite photo aussi parce que si on n'avait pas eu cet accueil, on n'aurait pas pu les accueillir. Et les contrats reviennent en quantité importante. Et aujourd'hui, tout le travail reste à faire. C'est-à-dire qu'il va falloir saisir ces contrats, renvoyer le contrat, l'exemplaire à l'usager, et puis ensuite lui envoyer son avis de mensualisation. Donc là, l'équipe est en plein travail à ce sujet. Et c'est, j'allais dire, que le début de la grande aventure. Mais on sera prêt pour être opérationnel en 2020. Mais voilà. Pendant qu'on est sur ce sujet, justement, concernant les retours des contrats, vous avez fait des statistiques déjà pour connaître le nombre de la on nature est à la des moitié. retours? Pour l'instant, on est à la moitié. À la moitié. Et en proportion, combien par voie numérique, combien par voie remise directe? Je crois qu'on en a plus par courrier, mais je crois qu'on en a à peu près moitié-moitié, je crois, entre les mails et les... Alors, il y en a qui envoient par mail et qui doublent par courrier, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, ça peut se perdre. Donc là, c'est toute la difficulté, c'est qu'il ne faut pas qu'on saisisse 2 fois le contrat, oui. Il faut bien qu'on fasse attention. Vérifier là, on est en train fois. de trier par commune, donc nos 19 communes, parce que... Alors, c'est peut-être un écueil à éviter, c'est qu'on a envoyé tous les contrats en même temps et qu'il aurait peut-être
peut-être été judicieux, mais nous aurait fallu peut-être plus de temps, de les envoyer par grosses communes, de façon à ce que quand ça nous revienne, eh bien, on les ait que pour la commune de Vichy, que pour la commune de Bellerive. Aujourd'hui, tout arrive en même temps, donc il faut trier, il faut saisir. Et c'est un travail colossal. Et demander les pièces complémentaires, parce qu'il y en a qui en oublient la moitié. Voilà, puis les gens en profitent pour poser des questions. Alors des questions facturation, ce que nous, on est capable de donner. Et puis des questions, des fois, qui sont plus techniques. Et c'est là toute la coordination avec un service opérationnel qui n'est pas encore en place, mais on s'entend bien avec Régis, il commence déjà le boulot avant l'heure. J'allais dire, c'est amusant, si je puis dire. En tout cas, c'est très instructif que vous terminiez par cette partie la plus pratique, là, parce que maintenant, ça y est, vous avez les mains dans le cambouis avec des conséquences concrètes de ce que vous n'aviez pas forcément imaginé au début de la réflexion. C'est toute la difficulté. Exactement. Et c'est important de l'appréhender dès maintenant. Ouais. Et bon, on a fait sauter le standard, par exemple, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que... Le dimensionnement n'est pas prévu pour ce genre d'opération. Voilà, puis pour la petite histoire, la Poste avait une date pour envoyer les contrats et elle devait avoir un peu de temps libre. Elle a envoyé les contrats avant l'heure et tout d'un coup, le standard a explosé. On n'a pas compris parce qu'on savait, pour nous, les contrats n'étaient pas partis. Et le standard nous a dit mais c'est pas possible parce qu'on a un standard à l'agglo, nous on est un site délocalisé, donc on avait des appels mais pas autant qu'eux. Et là on a dit aïe, il y a un souci. Donc voilà, ça fait partie des petites choses de la vie. Hein. Donc par exemple, quand on a la possibilité, on peut envisager d'étaler les envois, par exemple. Ça peut être une solution. Ça peut être une idée quand on a du temps, hein, mais voilà, c'est ça. En tout cas, c'est un conseil qu'on pourrait donner à d'autres collectivités. Retour d'expérience concret. Exactement. C'est ce que j'annonçais en introduction. Merci beaucoup pour cette présentation très exhaustive d'une démarche finalement bien réfléchie, rondement menée, avec finalement quelques anecdotes sur la mise en œuvre opérationnelle qui sont tout aussi intéressantes. Mais effectivement, c'est parti de loin. Vous avez bien rappelé la chronologie de la démarche, de la réflexion, avec une concertation forte. Le temps nécessaire aussi pour faire cette conversation qu'on n'a pas forcément toujours, ça dépend à quel moment de où on part finalement. Et juste avant de passer la parole à la salle, je voulais vous demander sur le plan politique comment ça s'est passé, notamment dans les grandes décisions pour ce qui concerne les choix entre privé-régie par exemple. Est-ce qu'il y a eu des turbulences sur ce genre de questions ou est-ce que ça s'est passé de manière fluide? Comment vous avez vécu ça? Alors oui, donc sur le mode de gestion, oui, ça fait toujours, d'une part, ça peut inquiéter les principaux concernés, puisqu'effectivement, globalement, on est passé très vite, mais l'ensemble était en régie, c'est-à-dire que les syndicats sont totalement en régie, et il y a un contrat de délégation de service public sur Vichy, un contrat qui court depuis 1990, mais qui se termine, alors c'est un alignement des planètes, le 28 février 2020. Donc vous voyez, il y a 2 mois... Ça tombe plutôt bien. Oui, ou le 29, oui, si c'est une année. Merci. Donc, en fait, la question, effectivement, on aurait pu, dans certaines instances, effectivement, ça peut être 2 postures qui s'opposent. Il faut dire qu'on avait déjà eu ce type de débat en 2015 quand on avait un contrat aussi au niveau de l'assainissement en délégation de service public sur le territoire. Et il avait été interrompu dans le cadre de la jurisprudence Olivet, là. Et en fait, le débat, on ne l'a pas posé comme ça. On n'a pas dit qu'est-ce qui est mieux, est-ce que c'est une gestion privée ou une gestion publique. La question n'a pas été posée de manière aussi ouverte. En disant qu'on l'a posée, on dit on a un mode de gestion qui est majoritaire et quelque chose qui est plus accessoire, enfin, même si la ville de Vichy pèse gros au niveau des abonnés. Et là, les élus, nous, en termes de service, on a dit le pire, c'est de cumuler les deux. Bien sûr. Voilà. Mais culturellement, il y avait déjà une habitude, une majorité qui était en régie. Donc c'était peut-être plus facile d'être contagieux, je dirais, dans ce sens. Exactement. Et puis on s'aperçoit que après, c'est peut-être pas aussi manichéen que ça, quoi. C'est pas blanc ou noir. Aujourd'hui, la gestion, ce que l'on fait d'une manière sur la proximité, sur la gestion de la distribution et sur la gestion de l'abonné, voilà, la proximité est un élément. Voilà, vous l'avez vu, on est passé très vite dessus, mais on s'est dit, pour l'usager, aujourd'hui, il va à tel endroit au syndicat, il pose telle question, il a telle réponse.
demain, en 2020, il va au même endroit et il a la même réponse. J'ai bien aimé Régis parce que justement, c'était un peu le concept de porter un projet qui doit être un non-événement. C'est-à-dire que pourquoi on travaille tous les jours, c'est pour se dire qu'au 1er janvier 2020, les gens se disent mais il ne s'est rien passé en fait. Voilà. Mais effectivement, et donc il n'y a pas eu de débat, pour revenir à la question initiale sur le mode de gestion. On s'est dit c'était tellement majoritaire la régie, voilà. Et alors, si vous permettez, sans me faire l'avocat du diable, là vous partez d'une situation qui est plutôt favorable puisque culturellement il y a une situation majoritaire. Alors c'est peut-être une transition avec les questions de la salle, je ne sais pas s'il y a d'autres cas de figure ou d'autres personnes, d'autres élus, d'autres techniciens qui pourraient se reconnaître, mais il y a peut-être des situations où c'est un peu différent, où il peut y avoir effectivement une répartition un peu plus paritaire, si je puis dire. Oui, on ne peut pas fixer de règles, c'est vraiment... Chaque cas de figure est particulier, bien sûr. Alors je me tourne vers vous comme convenu et comme promis, je vais vous proposer de faire circuler le micro entre vous, ou je vais vous amener le micro si vous souhaitez interroger directement nos interlocuteurs, nos témoins. Alors, ça peut être l'objet de questions de votre part, mais aussi, bien évidemment, l'objet de témoignages complémentaires, d'autres retours d'expérience ou la confrontation peut-être de situations que vous avez vécues de manière un peu différente. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui se sentent concernées dans la salle et je ne connais pas non plus, a priori, vos motivations pour participer à cette conférence. Donc, peut-être avez-vous des questions plus particulières, plus précises, plus techniques. Tout est ouvert. Y a-t-il des questions de votre part? Sinon, je vais proposer à nos invités, évidemment, de compléter, de continuer à nous raconter cette histoire qu'ils ont vécue ensemble, mais qui apparemment se passe bien, plutôt bien. Pas de questions de la salle, monsieur? Merci pour cette première question. Vous savez, c'est souvent la première qui compte et il m'arrive d'être obligé de stopper à un moment donné quand les questions se succèdent. Par contre, je vais vous proposer de bien vouloir vous présenter pour qu'on puisse vous situer. Bonjour, merci d'une part pour votre présentation. Donc Nicolas Matrey, je suis technicien assainissement pour la communauté de communes Charlieu-Belmont communauté, donc le nord-est de la Loire. On a anticipé aussi les réflexions pour le transfert de compétences. En tant que communauté de communes, on a bénéficié de la loi Ferrand-Fesneau et le transfert a été choisi de le repousser, mais en sachant très bien, comme vous le disiez justement, que inévitablement on y arrivera, mais on s'est donné le temps justement de préparer ça. On est passé très vite aussi sur la tarification de l'eau, donc plusieurs services mis en commun. On sait que la loi nous demande d'harmoniser les tarifs de l'eau dans un délai qui reste raisonnable. Mais comment vous avez travaillé sur cette harmonisation des tarifs et si tel est le cas, quand est-ce qu'elle va intervenir? Merci pour cette question. Une question fondamentale parce Absolument. que dans la relation à l'usager, effectivement, j'ai parlé sur l'impact pour l'usager du tarif. On a des disparités fortes de tarifs. On est quasiment dans une échelle de 1 à 3. On a un cas isolé. Aujourd'hui, on est parti dans la décision. On a regardé quelle était la durée la plus longue d'harmonisation. Puisqu'en fait, si on veut avoir le moins d'impact possible, il faut pouvoir harmoniser sur la plus longue période. Au moins pour ceux qui sont vraiment décrochés. Globalement, on a constaté que c'était 12 ans la durée qu'un juge n'est pas sanctionné. Au-delà, à chaque fois, le juge... on est parti initialement sur 12 ans. On a fait une démarche assez comptable de stabilisation du produit en se disant, regarde, on fait des moyennes pondérées entre le volume, voilà, pour voir un petit peu où ça arrivait. Mais très vite, on s'est heurté à quelque chose qui concerne les autres points, c'est-à-dire aujourd'hui la ressource. Parce que voilà, ça a animé pas mal les débats autour de Cyclo, de dire, voilà, l'eau, est-ce que c'est pas vraiment le sujet là tout de suite et de se dire, donc nous, ce qu'on a dit à nos élus, ok, 12 ans, donc 12 ans c'est la période maximum, donnez-nous 2 ans. Donnez-nous 2 ans pour mettre en place le service, pour construire une histoire commune et puis surtout en même temps faire un schéma directeur de l'eau. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on sanctuarise. Les abonnements, alors, c'est une décision facile à prendre. Je regarde mes collègues de la facturation. À mettre dans un logiciel facturation, c'est un peu plus compliqué. Mais pendant 2 ans, pour rien changer pour l'usager, on sanctuarise, on reste sur les tarifs 2018. Ces 2 ans, ils sont mis à profit pour justement
faire un schéma directeur en mettant d'abord la ressource. Parce qu'on sait tous, alors on a cette chance, nous, parce qu'il y a une bonne gestion au niveau des syndicats, je le disais, et puis au niveau de l'agglo, de ne pas connaître l'effet ciseau que connaît la politique de l'eau. On sait que l'eau paie l'eau, on est au bout du truc, qu'aujourd'hui, un usager, on voit qu'un l'usager moyen consommait 120 mètres cubes, chez nous, c'est plus 90. Je pense, et dans votre secteur, c'est pareil. Donc, moins de produits, puisqu'on vend moins d'eau, et des charges qui augmentent, des traitements qui sont de plus en plus poussés, que ce soit sur l'eau potable ou sur l'assainissement. Donc, le produit descend, les charges augmentent, il y a un effet ciseau annoncé. Alors, on arrive à le gérer parce qu'on a une prospective et puis parce qu'il y a une gestion économe dans les services, mais on sait que tout cela a des limites. Donc, moi aujourd'hui, fixer un tarif de l'eau, voilà ce qu'on a dit aux élus, écoutez, on pourrait partir sur quelque chose ou même d'office le faire aujourd'hui. Donnez-nous 2 ans, et 2 ans c'est court. 2 ans c'est court pour, au vu des enjeux, et on voit bien toute la sensibilité que l'on peut avoir. On a la montagne Bourbonnaise, c'est tout le plateau vert à l'est de Vichy qui était notre château d'eau il y a quelques années. 10 mois sur 12, Régis, je parle sous ton contrôle, on remonte de l'eau depuis la plaine pour le... Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à cette question. Et je crois que ce qu'il faut, encore une fois, c'est se donner du temps et puis surtout mettre la ressource, parce que je pense que c'est l'enjeu principal. Vous avez évoqué au cours de votre présentation, en tout cas entre les lignes, les aspects information, communication. Est-ce que c'est une opportunité que la nouvelle situation pour justement expliquer de manière collective, un peu plus large peut-être, sans a priori justement politique sur les intentions des uns et des autres. Ouais. Est-ce que ce n'est pas une occasion, une opportunité d'informer mieux justement sur ce qui va se passer et de faire passer peut-être un certain nombre de décisions plus douloureuses à l'avenir? Enfin, il y a une vraie évolution. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une meilleure perception des choses? Il y a une prise de conscience politique. Je pense qu'elle était déjà présente, elle était déjà présente, mais sociétale. Au niveau de la société, voilà, au niveau du citoyen. Sociétal, les gens comprennent. Après, comment ça se traduit dans les faits? Ça veut dire, Régis parlait de l'importance de ne pas la gaspiller. Ça veut dire d'investir, d'avoir des réseaux, des rendements de réseau qui soient bons. C'est important, ça ne se voit pas toujours. On voit surtout plutôt les travaux, les gênes, les nuisances occasionnées par les travaux plus que le reste. Mais pour élargir aussi au grand cycle, je sais qu'on a des réflexions très fortes autour de la ville perméable et de se dire comment on gère les eaux pluviales urbaines qui sont aussi un des sujets amenés. Autant de sujets qu'on a évoqués hier d'ailleurs. Oui. Et nous aussi, c'est des choses qui sont en réflexion. Merci beaucoup. Merci monsieur pour cette question très pertinente, tout à fait dans le cœur de notre sujet qui permet de préciser un peu les choses. Y a-t-il d'autres questions ou y avait-il d'autres mains qui s'étaient levées pendant que réponse était donnée à cette question? Monsieur, je vous laisse. Il semblerait que vous vous connaissiez bien, mais je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Non, Michel Guyot, alors j'ai une double casquette parce que je suis président du CIVOM du Val d'Allier et qui est donc concerné, lui, par la loi NOTRe, sans être concerné, puisque nous, on est à cheval sur 4 Comcom, ou communautés d'agglo, et donc on peut rester en place. C'est d'ailleurs mon directeur qui est derrière moi, là, qui pourra confirmer ce que j'ai dit. Mais moi, en même temps, je suis donc conseiller communautaire de Vichy Communauté, et je voudrais appuyer fortement sur ce qui a été dit depuis le début, entre la difficulté qu'on pourrait avoir au début, sur les décisions, sur les inquiétudes des syndicats d'eau, quels qu'ils soient, les syndicats d'eau qui étaient que sur l'agglo, ou même les autres, tels que le nôtre. Tout le monde avait quelques inquiétudes sur les futures décisions qui pouvaient être prises au sein de l'agglomération de Vichy. Et là, je remercie les services et mes collègues élus qui ont travaillé dessus assez tôt, et comme le disait Stéphane tout à l'heure, et qui ont pris pour nous, je pense, la meilleure décision, à savoir de prendre en régie
la gestion de l'eau des anciens syndicats ou des anciennes communes dont la loi obligeait à prendre et de faire la substitution avec les autres syndicats qui pouvaient rester, tel que c'est le cas pour le CIVOM du Val d'Allier. Voilà. Je voulais surtout dire que le processus a été bien mené et je voudrais remercier tous les partenaires et tous les acteurs de ce travail, pour le travail justement qu'ils ont fait et qu'il leur reste à faire. Voilà qui est fait. Merci pour votre message et pour votre témoignage complémentaire. Voilà, il n'y a aucune obligation à poser des questions, hein, vous l'avez bien compris, ça reste tout à fait optionnel. Ah ben, je vous en prie. Du coup, profitant de cette tribune, n'hésitez pas. Le CIVOM du Val d'Allier, étant donné qu'il travaille aussi avec Vichico et qu'on va essayer, nous, pas au 1er janvier 2020, mais on va essayer de mettre en place cette fameuse facturation mensuelle. Je pense que le travail de Vichico va nous aider. Va vous profiter. Voilà, ouais. On va en profiter, alors merci. Faites-y bien, puis après on copiera. Merci beaucoup. Pas d'autres questions. Merci en tout cas pour... Si, une question ici, je vous en prie. Madame, je vous laisse vous présenter également. Oui, alors je suis Carmen Lalande-Milata, donc je suis directrice des services techniques à Rion-Limagné-Volcan, donc une communauté d'agglo au sud de Vichy. Voilà. Très bien. Donc nous prenons la compétence au 1er janvier prochain, mais ma question ne concerne pas notre prise de compétence, mais bien la leur. Simplement, dans la décision de mensualiser, du coup, est-ce que vous avez dû adapter des outils de relève ? Pas du tout. Donc, quels sont vos outils de relève ? Voilà, une question précise et concrète également. On s'est réunis effectivement pour les 4 services de distribution d'eau pour voir quels outils utiliser. Bon, il y avait déjà trois outils qui étaient communs, et sauf le délégataire avait son propre outil de relève. Donc on va faire un investissement pour que l'outil soit commun, des tablettes de relève pour tous les agents releveurs et un changement de logiciel, un logiciel commun bien sûr qui servira pour l'eau et l'assainissement. Donc il y a eu une uniformisation et un marché qui a pour un nouveau prestataire finalement. Alors, les branchements, non, il y a un micro encore pour qu'on entende votre question, parce que je pense que tout le monde ne l'a pas entendu. Donc, je comprends que les branchements étaient déjà équipés. Pas forcément, non, pas tous. C'est une relève manuelle. Ouais, on va utiliser les personnels dans notre regroupement. Et, chaque collectivité avait ses releveurs de compteurs. Donc, on va essayer d'optimiser ça, mais il y aura des relèves manuelles malgré tout. Ouais. Je me permets encore une petite question pour la gratter au passage, si vous permettez, pour la question du coût de l'harmonisation de l'outil informatique, sans vous demander en valeur absolue, mais c'est un gros poste ça, ou c'est absorbable? Oui, voilà, je pose la question. Quand vous achetez un logiciel, il est compatible avec tout, il peut dialoguer avec n'importe où. Et c'est ça. Et le jour où on doit l'harmoniser... Et dès qu'il est arrivé, si vous voulez harmoniser, il faut un patch, il faut acheter un patch, qu'il faut maintenir un module. Il faut développer. Voilà, donc non. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment sur les logiciels métiers, c'est vraiment une catastrophe. Ouais. On dépense beaucoup d'argent public pour rien, sur l'usager. Alors, c'est aussi dans les réflexions, je vous indiquais les réflexions qu'on peut avoir au niveau du département avec les syndicats qui sont aussi maintenus, qui travaillent sur notre territoire, en se disant comment on converge. Comment on va sur quelque chose qui soit un peu plus compatible? Est-ce qu'on ne se fait pas faire des groupements de commandes, faire des groupements de commandes, voilà, ouais. Acheter les mêmes compteurs, parce qu'au final, malgré tout, même si sur le papier ça peut marcher, les outils, dans la pratique, on sentait. C'est pas un point de détail, il faut vraiment. J'ai pas besoin de développer. Ça. Oui, mais même en l'anticipant, vous êtes prisonnier d'un marché avec des logiciels métiers propriétaires qui... Je voulais pas vous remuer de couteau dans la plaie, la façon dont vous en parlez, on sent qu'il y a du vécu. Pas tout, c'est filtré, vous voyez, mais vous avez compris. Madame Morin, vous vouliez intervenir, vous vouliez compléter, je pense, sur la question précédente. Oui, c'était sur le logiciel. Aujourd'hui, on a un logiciel pour la facturation et donc on a...
contacter le fournisseur pour qu'il nous installe le module mensualisation. Il faut intégrer la base de données parce qu'on avait déjà certaines bases de données, mais par exemple, on n'a pas Vichy. Donc, effectivement, à chaque fois, il y a un coût. Et c'est vrai qu'on sent que la facture, elle est importante au bout du compte et qu'il n'y a pas d'harmonisation avec les autres syndicats. Donc, c'est quelque chose à réfléchir, effectivement. Et notamment à d'autres échelles, c'est ce que vous préconisez. Pourquoi pas mutualiser un peu plus largement, faire profiter de votre propre expérience ou de vos propres outils qui existent aujourd'hui et qui fonctionnent. Merci beaucoup. Je ne vais pas donc... monsieur, encore une question. Il nous reste donc, on va dire, une dernière question, puisqu'il sera temps ensuite de remercier nos intervenants pour envisager le commencement à l'heure, le démarrage de la conférence qui suivra, dont je vous dirai un mot dans un instant. Oui, bonjour, Jean-Luc Gilles, du Bureau départemental de la qualité de l'eau. Est-ce que cette opération ne risque pas d'augmenter le prix du mètre cube d'eau sur les communes rurales, comme par exemple Ferrières ou Lavoine? C'est, semble-t-il, ce qui... Non. Bon, la question non, est précise. je vais développer un peu. Ouais. Et puis, je vais faire répondre le futur directeur de l'eau potable et directeur actuel du CIOM du Sichon, donc qui est là-dessus. Oui, l'agglo est aménageur du territoire, loi NOTRe, compétence aménagement, voilà, au contraire. Oui, je remonte un petit peu en arrière, 2010. Le CIVOM Vallée du Sichon, avant, avait donc 14 communes, sans la commune de Bellerive. On avait un abonnement qui était assez élevé dans le département. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup de maisons secondaires. Maisons secondaires qui dit la part fixe nous permettait quelques recettes, et puis le coût du mètre cube, c'est des gens qui avaient des très faibles consommations en maison secondaire, donc il y avait les seules sources de revenus, c'était cette part fixe, l'abonnement. L'abonnement avant 2010 sur ces 14 communes était de 75 € hors taxe, TTC, pardon. Le fait d'intégrer une commune suburbaine de Bellerive, 10 000 habitants, ça faisait un nombre de recettes beaucoup plus important, et ben l'abonnement a baissé de 10 €, par exemple. Et il en prend, sur la part fixe, ça prend un petit peu le chemin. On va certainement maintenir la garde sur le prix du mètre cube pour avoir des recettes, continuer des investissements, mais sur la part fixe, on risque, il va sans doute baisser, l'abonnement va baisser. Donc, pas d'augmentation sensible du coût de l'eau pour les communes rurales. Je voulais juste compléter de manière plus globale, effectivement, dans la solidarité territoriale, qui, Régis le disait, l'expérience du fait de rattacher une commune urbaine au CIVOM Vallée du Sichon a modifié ce prix. Quelque part, la loi NOTRe, là, dans ce transfert au niveau de l'EPCI, mécaniquement, la solidarité territoriale va s'opérer naturellement. Voilà. Puisque aujourd'hui, c'est aussi de se dire, les échanges d'eau qui étaient conditionnés à des besoins, mais aussi à des tarifs, à des accords entre acteurs de l'eau aujourd'hui. Et peut-être qu'on ne l'a pas assez dit aussi, on a parlé rapidement du syndicat mixte des eaux de l'Allier. Si tout ça est possible, c'est parce que tous nos réseaux sont interconnectés, à l'exception de Vichy, et qu'il y a eu un travail dans l'Allier très important, qui est à saluer, du syndicat mixte des eaux de l'Allier, et qui nous a permis aussi de faire ça, parce que s'il fallait faire des tranchées partout pour interconnecter aujourd'hui les réseaux, voilà, ça serait peut-être pas la même chose. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà une question avec une réponse circonstanciée, monsieur. J'espère qu'elle vous aura satisfait. Merci à vous pour votre présence avant toute chose. Merci pour vos contributions et votre participation. Mais je vous propose aussi de remercier par quelques applaudissements nos intervenants qui nous ont fait une présentation très structurée et très instructive, comme je le disais tout à l'heure. Merci à vous. Je vous invite, évidemment, pour ceux que ça intéresse, à la conférence qui suivra à 11h30, donc d'ici une quinzaine de minutes, qui sera consacrée à la clôture des assises de l'eau, en présence de M. Bertrand, directeur du pôle de compétitivité DREAM Eau et Milieu, qui s'est déjà exprimé hier en table ronde pour ceux qui étaient là, et M. Régis Ten de la FNCCR, qui est chef du département du cycle de l'eau, pour répondre à vos questions également quant aux conclusions de ces assises de l'eau. N'hésitez pas à nous rejoindre nombreux également à 11h30 dans un peu plus de 10 minutes maintenant.